Laisse-moi deviner, t'as encore sorti une connerie sexiste à Nile et veut te fracasser le crâne à coups de clé anglaise. On parle de moi? Mais fais pas Nile! Fais Yegor! Il a pété un plomb! Exterminé! Nom de diable, Jean Purin, qu'est-ce que t'as foutu? Il y fait pour rien! Non, tu vas pas me faire croire ça. Que tu fasses péter un plomb à Nile, passe encore. Mais tu vas pas me faire croire qu'en ne faisant rien, t'as réussi à faire passer une intelligence artificielle pacifiste en mode berserk. Exterminé! Oh toi ta gueule, hein. Dis donc, heureusement que t'as Mjolnir pour régler les problèmes, ça fait au moins la 4e fois que tu l'invoques. Bon, Jean Purin, qu'est-ce que t'as foutu? Mais j'ai rien fait, v'levure! J'étais en train de me balader dans le vaisseau et Yegor a essayé de me découper en tranches! J'ai même pas le temps de lui parler! Doc, je sais que JP est un abruti fini, mais pour une fois je le crois. Yegor était un peu bizarre ces derniers temps. Si ça se trouve, on lui a balancé un fort avec une poupée vaudou ou un truc du genre! Bon, écoutez, Jean Purin et moi, on va étudier cette piste et on verra ce que ça donne. Oui, j'y vais! Tu crois vraiment que le vaudou pourrait manipuler un androïde? Absolument pas. Mais tant qu'on sera occupé par cette piste, tu pourras faire un check-up complet à Yegor sans avoir Jean Purin dans les pattes. Oh, malin. Et pourquoi tu le laisses pas faire tout seul? Tu veux dire laisser un fanatique raciste, sexiste et xénophobe se charger de détailler une religion afro-américaine sans surveillance? Ouais, dit comme ça sonne pas super comme idée. Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalis. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'intéresse au vaudou. Mais commençons par la définition. Vaudou, dont l'orthographe peut énormément varier en fonction du peuple qui l'employait, peut avoir plusieurs origines et étymologies. Le mot provient du terme vaudoun et est issu du Fongbe, sorry pour la prononciation. Une des principales langues utilisées au Bénin, au Nigeria et au Togo. Le N de vaudoun étant quasi inaudible, l'allocution s'est phonétiquement déformée pour devenir celle que l'on connaît aujourd'hui. Pour sa définition, deux options possibles. Wiktionnaire estime qu'il signifie Dieu, tandis que Kefil Oussou, le guide béninois au musée Château Vaudou, en traduit chaque syllabe. Vau voudrait dire se mettre à l'aise et ne pas s'entourer de préjugés, tandis que Doun se traduirait par puiser, extraire ou aller chercher. Il en résulterait donc la signification aller en harmonie, puiser dans l'invisible ce dont les hommes ont besoin pour s'épanouir dans le monde visible. Ouais, moi non plus, c'est pas la première combinaison qui me serait venue à l'esprit. Et c'est probablement à cause de cette double étymologie que le terme vaudou peut changer selon les localités. Il peut désigner la croyance en elle-même, ou au contraire dénommer comme vaudoun les déités de son panthéon. Alors, je vais peut-être dire une connerie, mais... T'inquiète, tu risques pas de dépasser le niveau de Jean Purin. Cool. Est-ce que le vaudou a un lien avec le houdou? Ma foi, très bonne question. Alors, pas vraiment. Le houdou est aussi une religion d'origine africaine qui a également été amenée aux États-Unis suite au transfert d'esclaves. Mais pour ce que j'en sais, les points communs s'arrêtent là. Je pourrais même pas vous donner une explication concrète de ce qu'est le houdou, vu que ça nécessiterait de nouvelles recherches beaucoup plus complètes. Mais globalement, vous pouvez vous dire que non, le vaudou n'a rien à voir avec le houdou. Ouais, ça rêve donner forfait qui lance des malédictions! Je tiens à préciser à tous les spectateurs que l'Universalis ne cautionne aucunement toutes les conneries débitées par Jean Purin. Alors non, le vaudou, ce n'est pas des sorciers africains flippants qui balancent des calamités à tout va. Il s'agit tout simplement d'une religion. Religion de taré, ouais! JP, je te jure que si tu m'interromps encore une fois, je t'abandonne en Afrique! Décidément, pour éloigner les racistes, y a pas mieux comme menace. Bref, on va établir des limites tout de suite. Dans cette vidéo, on va surtout traiter le vaudou haïtien. Parce que faut pas croire, la religion existe toujours au Bénin, elle a donné naissance au candomblé au Brésil, à la santeria à Cuba, au quimbois dans les Antilles françaises, et techniquement, le vaudou de Louisiane n'est pas exactement le même que celui de Haïti. Je vous parle même pas des différents rites que sont le Rada, le Congo et le Pétro qui varient en fonction des origines des divinités, mais également de l'aspect bénéfique ou maléfique. En gros, c'est un bordel sans nom. N'étant pas un professionnel de cette religion, je ne suis qu'un vulgarisateur qui a fait ses propres recherches là où il le pouvait, certains raccourcis vont devoir être faits, par souci de préservation de ma santé mentale. D'ailleurs, merci à Philippe Charlier, archéo-anthropologue, médecin légiste et surtout spécialiste du vaudou pour avoir répondu à mes questions, ça m'a quand même vachement aidé. Donc le vaudou, c'est une croyance, dont les pratiquants sont appelés des
des vaudouisants. Puis viennent les initiés qui ont reçu la bénédiction de leur divinité et peuvent accéder au rang de Ungan ou de Mambo. C'est quoi la différence? Les Ungans sont des prêtres et les Mambo des prêtresses. Ah. Voilà. Et pour ce qui est de l'initiation, eh bien je ne pourrais rien vous dire. Il s'agit de rituels tenus secrets et seuls des initiés pourront vous répondre dessus. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est assez complexe et pas faisable par n'importe qui. D'accord, j'ai besoin que tu m'apprennes. Je crois que c'est un jeu et que je peux te former comme ça. Sont notamment les initiés qui ont pour tâche de tracer les VV. Les VV sont des symboles associés aux divinités. Si vous voulez en contacter un, par exemple, vous devrez dessiner le glyphe qui lui est assigné. Le VV de Baron Samedi est différent de celui de Ogu, qui n'a rien à voir avec celui de Papa Legba, etc. Et ces VV sont d'ordinaire tracés à l'aide de farine de maïs, de poudre de brique ou de bois carbonisé. Je vous laisse imaginer à quel point ça doit être galère de faire ça avec précision. Et on finit le tout en ajoutant quelques bougies et un peu d'alcool, histoire de bien faire comprendre à la divinité visée, qu'on n'attend plus qu'elle. Le lieu de culte est d'ordinaire un temple appelé Unfo. On y effectue des cérémonies liturgiques à base de chants et de prières, qui peuvent être en français comme en créole, et les rituels peuvent inclure des danses ou même des chevauchements. Qu'est-ce que des fous viennent faire là-dedans? Alors quand on parle de chevauchement, entendez possession, mais pas possession démoniaque. C'est surtout que le corps d'un vaudouisant peut être utilisé par une divinité vaudou comme moyen de transport temporaire. On dit alors que l'esprit chevauche le corps afin de transmettre son message. Changez choix le baron. Changez choix le baron. Il existe aussi le principe des bains de chance, qui sont des bains rituels, là encore effectués dans le but de s'attirer les faveurs des divinités. Globalement, il faut savoir que le vaudou accompagne chaque aspect de la vie quotidienne, que ce soit les naissances, les mariages, les enterrements, ce qui nécessite donc de se faire bien voir par les lois si on veut s'assurer une bonne fortune. Qu'est-ce que la loi vient faire là-dedans? Ah oui non, faut préciser un truc. Il va falloir que je vous explique un brin le fonctionnement du panthéon vaudou. Déjà, il y a un dieu suprême qui a pour tâche de régner sur l'ensemble des divinités. C'est lui, ou elle, son genre est pas défini, qui chapeaute absolument toute la création. Et ce dieu est, dans le folklore béninois, appelé Mawu, Mawu Lisa ou Mawu Segbo Lisa. Dans la culture haïtienne, en revanche, il est prénommé Bondier, déformation de bon Dieu. Sauf que Bondier ne fait pas vraiment partie du panthéon vaudou. Il est davantage à considérer comme une entité, un concept, plutôt qu'un véritable individu. Du coup, ça sert absolument à rien de lui vouer un culte, puisque littéralement, il n'est pas joignable. C'est cependant lui qui a engendré les Loa, pour qu'ils soient en relation avec les humains et la nature. Alors quand je dis Loa, l'orthographe peut varier. Ça peut aussi s'écrire comme ça. Je préfère la première version, donc c'est celle-là que je garde, mais techniquement, les deux sont acceptés. Les Loa sont des forces de la nature cristallisées sous forme d'esprit. C'est pour cette raison que le vaudou peut être qualifié de religion animiste. Parce que ces divinités peuvent s'incarner dans n'importe quel élément, qu'il soit animé ou non. Et des Loa, il y en a un paquet! Erzuli, déesse de l'amour, Simbi, maître des pluies, cousin Azaka, le patron de l'agriculture, Dambalawedo, le grand serpent de la connaissance et de la vérité, ou encore Papa Legba, l'émissaire, gardien de la frontière entre le monde des humains et du surnaturel. C'est d'ailleurs lui qui permet la communication entre les mortels et les Loa. Littéralement, si vous avez un message à faire passer à un esprit, il est souvent nécessaire d'aussi faire une offrande à Papa Legba, histoire que votre demande arrive à bon port. Un peu comme un accusé de réception en fait. Je suis pas sûr que les vaudouisants seraient super fans de la comparaison, mais techniquement ça colle. Sauf que, comme si ça ne suffisait pas, il faut garder en mémoire qu'un Loa peut avoir plusieurs identités. Prenons le cas d'Ogu, Loa du feu, du fer et de la guerre. Il peut apparaître sous le nom d'Ogu Ferraille, le soldat qui lutte contre la misère, Ogu Badagri, qui représente la fertilité, ou Ogu Tonnerre, le Loa, du tonnerre. Alors au début, j'avais du mal à comprendre s'il s'agissait de Loa distincts rassemblés par famille, comme l'affirmaient certaines sources, par exemple Erzuli étant le patronyme d'un clan réunissant Erzuli Dantor, Gran Erzuli, Erzuli Ziewuj, Erzuli Mapiang et Erzuli Kaulo. Ou si au contraire nous avions affaire à un même esprit, revêtant différentes identités en fonction des besoins. Visiblement, c'est cette deuxième version qui est la bonne. Pour l'exemple, Baron Samedi est le Loa des morts, mais selon les raisons pour lesquelles on s'adresse à lui, ou tout simplement en fonction de son humeur, il peut modifier son statut. Il devient alors Baron Lacroix, qui symbolise l'individualité et l'importance des plaisirs de la vie, Baron Cimetière pour la protection des cimetières, ou encore Baron Criminel, le Loa juge, vengeur et punisseur. Gardons aussi en mémoire que Baron Samedi est marié à Maman Brigitte, et que le couple dirige les Guédés, des esprits de la mort rassemblant Guédé Nibo, Guédé Fouillé, Guédé Loage, Papa Guédé, Brave Guédé, Guédé Wave, Tigédé et j'en passe. Donc voilà, je pense que vous avez à peu près pigé le fonctionnement du vaudou haïtien. On peut maintenant se pencher sur l'aspect historique. Ouais, d'ordinaire c'est le premier point que j'attaque, mais en l'occurrence, valait mieux savoir un minimum de quoi on parle pour pas trop se perdre.
Chronologiquement parlant, l'histoire va prendre racine dans l'Afrique du 15e, voire du 14e siècle. Entendez ça de cette manière. Les divinités étaient monnaie courante dans les diverses cités africaines. Et en fonction des différents mouvements, que ce soit l'émigration, les mariages, les conquêtes militaires ou autres, il n'était pas rare qu'une déité soit absorbée ou intégrée à un panthéon voisin. C'est à peu près là qu'on va pouvoir donner un lieu de naissance, si l'on peut dire, au vaudou dans l'ancien royaume du Dahomey. Mais c'est à partir du XVIIe siècle que va arriver un truc super marrant et ultra joyeux, la traite des esclaves. Mais c'est absolument pas joyeux. C'était du sarcasme. Ouais, bah précise-le alors, je sens qu'il y en a qui vont pas le voir comme ça. Bien évidemment, le trafic des esclaves existait déjà depuis très longtemps, je vais pas vous faire un cours d'histoire. C'est surtout à partir de cette période que des Africains vont être expédiés en masse un peu partout aux Caraïbes et en Amérique. Petite anecdote, connaissez-vous le Code Noir ? Il s'agit d'une ordonnance royale engendrée en 1685 par Louis XIV, Cocorico, et qui légiférait énormément d'aspects de l'asservissement, rarement à l'avantage de l'esclave bien entendu. En premier lieu, la prohibition pure et simple de la pratique des religions africaines, ainsi qu'une conversion obligatoire au catholicisme. Et là, vous pigez pourquoi les VV étaient tracés de cette façon. Dans le cas où c'est interdit et très souvent puni, et faut voir la gueule des châtiments à l'époque, ouais, t'as plutôt intérêt à pouvoir l'effacer rapidos. C'est également à cette période que va apparaître un autre élément extrêmement important pour le vaudou, c'est la notion de syncrétisme. Le syncrétisme? Non, ça ce serait une bonne façon de te définir. T'étais pas censé t'occuper d'Igor, toi? Oh t'inquiète, l'anti-malware est déjà au boulot, du coup j'ai du temps à tuer. En fait, on parle de syncrétisme lorsqu'une religion ou une culture fusionne avec une ou plusieurs autres différentes. Et c'est ce qui s'est passé. Nombre de notions chrétiennes ont été intégrées aux croyances africaines, allant même jusqu'à superposer les statues de Loa avec certains saints catholiques. La Vierge Marie est assimilée à Erzuli, Saint Jacques à Ogou, Saint Patrick à Dambala, tandis que de nouveaux Loas ont vu le jour suite à cet amalgame, tels que Maman Brigitte. Les cérémonies et rituels vaudous ont également incorporé l'adoption du calendrier catholique, l'utilisation d'eau bénite, les hymnes chantés et pas mal d'autres éléments. Ce qui fait que le vaudou, il n'est pas farouchement opposé au christianisme. Bien au contraire, pour les vaudouisants, les croyances sont pas incompatibles entre elles. Sinon, je suppose que pas mal d'entre vous, bande de mauvaises langues, doivent être en train de se dire que bon, ok, le vaudou c'est une religion, mais enfin une religion de seconde zone avec des petits rituels sans véritable importance ni conséquences. Vous êtes tellement loin de la réalité. Tout comme le catholicisme a engendré de gigantesques mouvements d'armées avec les croisades, le vaudou a marqué l'histoire de Haïti, notamment avec la cérémonie du bois caïman de 1791, considérée comme le point de départ de la révolution haïtienne. La première révolte d'esclaves réussie du monde moderne. Bon ok, ça a duré 13 ans, il y a eu des dizaines de milliers de morts, mais ça a permis l'abolition de l'esclavage dans la colonie. Et en 1804, Haïti sera désigné comme la première république noire indépendante, et les Haïtiens, le premier peuple noir libre du Nouveau Monde. Et c'est là que ça va commencer à partir en couille. Évidemment, une religion qui sert d'origine à une révolution victorieuse qui plus est, ça fait que beaucoup d'occidentaux se sont mis à considérer le vaudou comme un culte primitif et sanguinaire, quand c'était pas carrément envisagé comme un pacte avec le diable. T'es en train de dire que les colons ont à ce point mal pris de s'être fait virer de leur territoire par leurs esclaves, qu'ils ont sorti l'excuse de la tertiaire démoniaque pour justifier de s'être fait botter le cul? Le trait est un peu grossi et c'est pas la seule raison, mais techniquement oui c'est ça. Faut avouer aussi que l'omniprésence des serpents n'a pas aidé à considérer le vaudou d'un très bon œil. Par exemple, on peut citer au Bénin le temple des pitons, qui sont des animaux vénérés et porteurs de chance. Et comme si ça suffisait pas, le serpent est l'un des dieux les plus importants du panthéon, à savoir Dambala Wedo. Et si en plus les vaudouisants font des sacrifices, oh alors là c'est carrément satanique. Suite à la révolution, le nouvel état haïtien se refusera à reconnaître le vaudou comme religion officielle. Ah, le bon petit coup de poignard dans le dos, ça manquait dis donc. Pire encore, sa pratique est assimilée à de la sorcellerie et punie par la loi à partir de 1835. Ce qui empêchera pas les vaudouisants de poursuivre leurs rituels et leurs cérémonies. Comment ils ont fait? Syncrétisme, les adeptes se revendiquaient catholiques. Ce qui va beaucoup énerver les chrétiens pur jus, qui tenteront d'éradiquer le vaudou à de multiples reprises avec des campagnes anti-superstitieuses, qui auront pour mission morale de contraindre tous les vaudouisants à se soumettre à l'intégrisme catholique. Et oui, j'aborde très succinctement le cas des différents dirigeants qui sont enchaînés, vu que la relation du gouvernement avec le vaudou variait comme un yo-yo à chaque nouveau président. Mais une des affaires qui aura le plus fait de mal à la religion, c'est le cas de Bizoton, en 1864. Le village de Bizoton, aux portes de Port-au-Prince, a vu se dérouler en son sein
un crime atroce. Congo Pelé, vaurien sans grande envergure, aurait sacrifié et dévoré sa nièce de 12 ans dans l'espoir de s'attirer les faveurs des Loa. Sauf que les subtilités de cette affaire n'ont majoritairement pas survécu jusqu'à notre époque, excepté les récits les plus péjoratifs et la certitude que les suspects ont été tabassés jusqu'à ce qu'ils finissent par avouer. Quant au cannibalisme, il ne fait pas partie des procédés vaudous. Les seuls témoignages l'affirmant viennent d'un prêtre français dans les années 1870 et d'un dominicain blanc 10 ans après. L'historien Laurent Dubois observera même qu'en 1891, un écrivain a admis qu'il n'avait jamais réellement vu de rituel vaudou, mais on a néanmoins décrit un de manière très détaillée, avec des pratiquants se jetant sur les victimes, les déchirant avec leurs dents et suçant avidement le sang qui sortait de leurs veines. Chaque jour, affirmait-il, 40 Haïtiens étaient mangés, et presque tous les citoyens du pays avaient goûté à la chair humaine. Ouais, comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Ils trempaient dans le vaudou et dans le vaudou, ils s'en tuent 2 par semaine. Tout cela a bien entendu contribué à pourrir la réputation de Haïti, la faisant apparaître aux yeux du monde comme une société non civilisée et instable. Ce qui sera notamment utilisé pour justifier une occupation militaire qui durera une vingtaine d'années. Et la notoriété du vaudou va pas s'améliorer par la suite, puisqu'en 1964 débarque à la tête de Haïti un certain Papa Doc, François Duvalier de son petit nom, qui deviendra un dictateur. Ah, décidément, les dirigeants haïtiens, c'était... Mais il se trouve que Papa Doc est un vaudouisant, et il n'hésite pas à ranimer les traditions de sa religion. Alors y avait-il un vrai désir de favoriser sa croyance? Je l'ignore, parce que clairement, Duvalier s'en est surtout servi comme outil de terreur pour consolider son pouvoir. Après cette dictature, de nombreux initiés ont tenté de mettre en place des moyens officiels pour se défendre contre les diffamations. On peut parler de l'église vaudou de Haïti, fondée en 1998, la Commission nationale pour la structuration du vaudou, le CONAVO, ou encore la Confédération nationale du vaudou haïtien. Parce que même à l'heure actuelle, leur réputation est toujours pas au beau fixe. Après le séisme de 2010 en Haïti, le télévangéliste Pat Robertson a aussitôt sauté sur l'occasion. Il a accusé les vaudouisants d'avoir conclu un pacte avec le diable pour réussir leur révolution, et que la catastrophe naturelle n'était rien de plus qu'un retour de bâton. Déjà, merci pour ceux qui n'avaient rien à voir avec le vaudou et se sont quand même mangé le tremblement de terre dans la tronche. Connard! Mais en plus, ça a déclenché une vague de haine à l'encontre des adeptes, dont certains ont été attaqués, privés de toute assistance médicale, voire carrément lynchés. Et quand une épidémie de choléra a éclaté quelques mois plus tard, devinez qui s'en est à nouveau pris plein la gueule? Les vaudouisants, gagnés. Oui, enfin, c'était en 2010 tout ça. Les gens ont arrêté de se focaliser sur les clichés quand même. Oh putain, quand tu dis rien, ça veut dire que t'as un argument vraiment pas cool à balancer. Prenons le cas de l'assassinat du président Jovenel Moïse en 2021, éliminé par un groupe de mercenaires. On n'est pas au courant de tous les détails, mais au pire, ça tient plus du complot politique qu'autre chose. Ça n'empêchera pas le journal chrétien La Vie de titrer l'article dédié à ce meurtre « Le vaudou en Haïti, entre culte populaire et vecteur de terreur, de quoi nourrir la mentalité fataliste sur le sort du pays, marqué par le culte vaudou, contre laquelle se battent de nombreux habitants. » Alors vous vous demandez sûrement en quoi la religion a un lien avec l'assassinat? Eh ben moi aussi. J'ai relu 3 ou 4 fois leur article et y a rien sur le vaudou. Tu fais une recherche Google, c'est littéralement le seul journal qui relie le meurtre au vaudou, sans aucune preuve. Récemment encore, en 2024, Elon Musk lui-même a participé à la calomnie en affirmant que les Haïtiens étaient des cannibales, le tout sans citer la moindre source. Et c'est con à dire, mais la culture populaire aide pas beaucoup à dédiaboliser le tout. Bien, on va pouvoir commencer à remplir le bingo des stéréotypes. Nile, il en est où Yegor? Environ 50% du dépistage. Après, il y aura plus qu'à mettre les virus en quarantaine. Tu trouveras rien. Fais une putain de malédiction vaudou. Fais le mal incarné, Folin. Ok, premier cliché, quoi d'autre? Tu connais mes habitudes. C'est une religion, donc très certainement sexiste as fuck. Et leur sorcellerie peut transformer les vents en vomi. Je dirais que c'est plutôt une religion réservée à la population noire. La sorcellerie et les poupées vaudou. Et fuifure qu'il faut des sacrifices humains. Et c'est quand même vachement morbide. Ok, il est maintenant temps de passer au débunkage. Ça va être très rapide, puisque autant dans le monde réel, j'ai pas trouvé de statistiques ethniques sur les différents pratiquants du vaudou, mais on peut citer les cas non seulement de Philippe Charlier, mais aussi Karine Delière, qui ont été initiés malgré leur couleur de peau. Et même si nous ne sommes pas envahis de vaudouisants blancs dans la fiction, on peut facilement en retrouver à travers différentes œuvres. Le baron Morland dans la BD Captain Vaudou, d'ailleurs le JDR qui l'a inspiré vous permet de vous créer un personnage de l'ethnie qui vous convient, le protagoniste de Black Buccaneer, qui même s'il n'est pas vaudouisant à proprement parler, devient le réceptacle d'un Loa, on peut également citer Dox et Punk Mambo, des alliés de Jack Boniface dans le comics Shadowman. Le grand méchant de White Zombie est un sorcier vaudou blanc, Maman Brigitte est présentée comme blanche dans American Gods, Alice du diptyque Après l'enfer est guidée par les Loa, la série Mortelle confirme que n'importe qui peut se retrouver lié au vaudou,
Et enfin, l'ultra célèbre saga Chucky, un tueur en série qui, mortellement blessé, va recourir à une incantation vaudou pour transférer son esprit dans une poupée. Donc non, absolument pas. Par nature, le vaudou est une religion assez tolérante et ouverte, donc il n'est pas très étonnant que ses pratiquants puissent appartenir à n'importe quelle ethnie. On a une majorité de noirs, bien sûr, mais les blancs, les asiatiques ou toute autre population n'en sont pas exclus. Ouais, bah vu que tu vis fou de dégueulasse, je préfère en rester loin. Là encore, ça va être très rapide, car c'est l'un des stéréotypes les moins répandus, et surtout qui possède les bases les moins solides. On va commencer par la partie malheureusement réaliste. Oui, le vaudou effectue des sacrifices rituels. Et là-dessus, on va pas se mentir, la religion est vivement critiquée. Alors certes, ça appartient à tout un système de fétiches et on considère que la vitalité de la bête massacrée est transmise au gris-gris, promis, on en reparle tout à l'heure, sauf que le vaudou est intégralement opposé à l'idée de gâchis et de meurtre gratuit. Donc si tu sacrifies un animal, pas question de le laisser pourrir dans un coin, tu l'as buté, tu le bouffes. Mais je peux comprendre que tout le monde soit pas hyper fan à l'idée de tuer des animaux au nom de la religion. En tout cas, moi je le suis pas. D'ailleurs, on a recensé un certain nombre de problèmes, notamment en 2019 où une Mambo a eu droit à une peine de prison pour sévices sur animaux. La liberté de culte autorise-t-elle la cruauté animale? Je vous avoue que j'ai pas l'intention d'en débattre, donc si vous voulez en discuter entre vous, faites-vous plaisir, du moment que vous restez courtois. Le premier commentaire insultant ou agressif, je le banne direct, peu importe son point de vue. Après, est-ce qu'il y a eu des dérives sacrificielles? Historiquement parlant, il semblerait, il y a visiblement eu quelques sacrifices humains dans les périodes anciennes, mais même là, c'était très exceptionnel. À l'heure actuelle, les seules accusations viennent soit de sources biaisées, soit d'une représentation volontairement diabolisante. Pour être purement honnête, la notion de sacrifice est beaucoup plus présente au sein du vaudou, dans son sens le plus large. Ça devrait rappeler des souvenirs aux fans de Full Metal Alchemist, puisqu'on peut rapprocher ça du principe de l'échange équivalent. Si vous voulez obtenir quelque chose d'Eloa, alors il faudra leur offrir quelque chose en retour. Terminons avec le sang qui, aux yeux des vaudouisants, est un élément particulièrement important et puissant. Le sang, c'est la vie. Donc si tu sacrifies un animal vivant, tu offres son sang au Loa et tu dévores sa chair pour absorber son énergie vitale. Black Buccaneer avait bien assimilé cette idée, puisqu'en dehors de l'invocation du boucanier noir, tous les pouvoirs vaudous grignotent petit à petit votre santé. Et c'est là l'aspect plus large que je tenais à évoquer, le principe d'offrande. Tu as un cadeau pour moi? Qu'est-ce que tu as comme cadeau? C'est même ce principe qui se retourne contre le docteur Facilier dans La Princesse et la Grenouille. Il a convaincu les Loa de lui conférer des pouvoirs en échange d'âmes à engloutir, mais sitôt que son plan échoue, il est entraîné dans l'au-delà. Toujours avec Black Buccaneer, le héros récolte régulièrement des offrandes à force de tuer des ennemis. Peut-être une manière de censurer quelque chose d'un peu plus gore, je sais pas. Mais ces offrandes vous serviront non seulement pour des améliorations de santé ou de dégâts, mais aussi pour vos sauvegardes, qui sont gérées par Papa Legba. Pire encore, plus vous enregistrez votre partie, plus ça vous coûtera cher. Pareil pour les résurrections, si vous crevez à la chaîne dans un même endroit, les prix vont gonfler à toute berzingue. Idem pour les protagonistes de Mortel, puisque les non-initiés qui utilisent des pouvoirs vaudous en subissent les conséquences, notamment à cause d'une lèpre rouge qui, à terme, finira par les tuer. Et un point, ma foi, très intéressant, c'est que non seulement les Loa diffèrent par leur statut, mais également par la manière d'attirer leur bonne grâce. Ils sont pas tous sortis du même moule avec les mêmes désirs. Par exemple, Papa Legba est assez simple à contenter, vu qu'il ne réclamera d'ordinaire que de la nourriture, comme des patates douces, des boissons sucrées ou du tabac. Baron Samedi se bornera à quémander du rhum, des cigares ou des plats cuisinés. Mince, il me faut du rhum. J'ai un peu de scotch. Non, c'est du rhum dont j'ai besoin. Vous préférez peut-être vous retourner. Je suppose que vos dispositions religieuses risquent d'être offensées par ce que j'ai l'intention de faire. Ah, le légendaire étranger. Tu as ton cigare, tu as ton rhum, tout le sang dont tu as besoin est dans la flaque sous ton hôte. Fais ton travail et va-t'en. Le comics Shadowman envisagera qu'il apprécie aussi le porno bien hard. Vu à quel point le Loa est représenté comme aussi vulgaire que lubrique, c'est pas invraisemblable. Damballa Widow est probablement un des plus faciles à satisfaire, vu qu'il apprécie les offrandes de couleur blanche. Un œuf sur un tas de farine, du blanc de poulet, du riz blanc. Par contre pour Erzuli, vous avez intérêt à faire chauffer la carte bleue, puisque pour la convaincre d'agir, il faudra lui fournir des objets de toilette, des bijoux, des parfums, des mets raffinés... Quoi? Non, rien. J'attends la vanne sexiste. Alors, le vaudou est-il sexiste? Non. Ok, je développe, même si ça va aller vite.
Au-delà de l'offrande certes un brin caricatural d'Erzuli, il s'agit de la seule divinité, à ma connaissance, qui réclame des trucs chers. Pour le reste des loas féminins, on reste sur du assez facile à obtenir. Aïda Wedo est à peu près aussi peu avare que son mari Dambala, elle se contente de machins blancs, Maman Brigitte ou Marinette voudront du poulet noir, et Mademoiselle Charlotte adore les boissons sucrées. Et d'un point de vue humain, là encore, que tu sois Ungan ou Mambo, ça change pas grand chose. Les deux sont au même level d'influence. Si tu as été confirmé comme initié, peu importe ton genre. On a le cas de Mamie Babette et Louisa dans Mortel. Certes, il y a la caste des descendants avec une hiérarchie assez stricte, mais vu à quel point Mamie Babette peut tenir tête à leur boss, c'est que le sexe n'a aucun lien avec la puissance. Dans La Princesse et la Grenouille, Mama Odie est une Mambo efficace et vivante depuis pratiquement 200 ans, ou encore Alyssa Mice et Mambo Punk, deux redoutables vaudouisantes alliées à Shadowman. Et du coup, pourquoi il y a une séparation entre les deux en fait? Surtout parce qu'en général, les Ungans vont s'occuper des hommes et les Mambo des femmes. Et même là... Quand tu dis s'occuper, t'entends quoi par là? Yvette Desforts! Oh putain! S'il y a bien un cliché que la fiction n'a eu aucun scrupule à populariser sur le vaudou, c'est de l'assimiler à la sorcellerie. Bref, jusqu'ici tout va bien, mais comme disait le poète, l'important c'est pas la chute. Si tu fais cette référence, je vais contacter une sorcière, un marabout, un druide et un prêtre vaudou pour qu'ils te maudissent sur 3 générations pendant que je te tranche la gorge avec un morceau de boîte de conserve rouillée négligemment attaché à une brosse à dents sale. Et malheureusement, c'est un peu la continuité de la diabolisation de la culture. Alors bien sûr, vous pouvez aller voir un initié pour lui demander d'intercéder auprès des Loas à votre place, que ce soit pour obtenir de la bonne fortune, la guérison, ou attirer le mauvais œil sur d'autres. Tout comme il peut y avoir certains mythes assez tenaces autour du culte, comme par exemple le cas du loup-garou. Elle est pas toujours guérie sa folie? Faut croire que non. Sauf que cette vision du loup-garou, elle n'a pas grand chose à voir avec celle que l'on a en Occident. Alors il y a parfois eu des influences, bien sûr, comme Akuchi qui peut temporairement se transformer en homme panthère. On en retrouve un dans la BD Captain Vaudou, sauf que là, il s'agit d'une victime manipulée par un sorcier. Dans le monde réel, on entend surtout la lycanthropie comme un pouvoir de changement, qui serait utilisé par certains initiés. Après, j'avoue que c'est pas super clair si on a droit à une métamorphose totale, ou juste une forme de possession d'animaux préexistants, telle qu'on peut en trouver dans Chia. Pour les autres capacités, ça reste globalement du rajout d'une dose de clichés sur une couche de stéréotypes, en rendant le sorcier particulièrement costaud, invulnérable et surpuissant. Au point que ça en devient parfois complètement ridicule. Mais un des points sur lequel le vaudou est le plus célèbre, c'est pour ses malédictions. Littéralement, c'est une manière de te dire « Le vaudou va torturer des gens que t'aimes pas », en leur infligeant des hallucinations ou en venant les harceler directement dans leurs esprits ou leurs rêves. Sauf que la plupart du temps, tout cet aspect sorcellerie malfaisante, c'est rien de plus que du vent. L'utilisation d'une culture mal connue pour insuffler la peur chez les ignorants. Mulder, la force du vaudou est la peur qu'il instille dans le cœur de ses fidèles. Tu as vu comment Bouvet a essayé de m'intimider. J'admets que le pouvoir de la suggestion est considérable, mais ce n'est pas plus magique qu'une malheureuse paire de dés. C'est ainsi que King Willy réussit à garder la main mise sur le marché de la drogue dans Predator 2. Il se considère comme un maître du vaudou et envoie ses hommes effectuer un simulacre de capture d'âme pour terrifier ses opposants. Et au passage, merci de le noter, le vaudou ne protège pas des prédateurs. En vrai, s'il fallait les comparer à des archétypes de fantasy, les Ungans et les Mambo seraient plus proches des prêtres et des moines, qui vont prier pour obtenir l'aide des dieux, voire des enchanteurs plutôt que des sorciers et des mages. Pourquoi des enchanteurs? En rapport à la conception de fétiche. Les poupées vaudou, quoi. Oui, mais pas que. Abordons un peu plus en détail le cas du fétichisme. Par la version sexuelle, je précise. En effet, le vaudou pratique l'adoration de fétiches. En d'autres termes, un objet ayant une importance dans un cadre religieux ou mystique. Sauf que dans le vaudou haïtien, il y a assez rarement des statuettes, ces dernières étant surtout réservées au temple. Les vaudouisants se concentreront davantage sur des VV, des images pieuses catholiques, voire beaucoup plus simplement, des tissus de couleur. La teinte différent en fonction du Loa qui y est relié. J'avais eu une hésitation avec la série Mortel. Puisqu'une Mambo possède une statuette à l'effigie d'Obé, le Loa, antagoniste de l'intrigue. Désobéissant, caractériel, phobe, c'est un dieu privé d'amour auquel personne ne devrait avoir affaire. On parle de lui seulement pour faire peur aux enfants rebelles. Et par réflexe, je me suis demandé si c'était pas un peu contre-productif d'avoir un fétiche à l'effigie d'une divinité avec laquelle tu veux aucun rapport. Sauf que, pas vraiment. Un vaudouisant ne gardera pas forcément un fétiche pour lui rendre hommage, mais surtout pour le convaincre de ne pas lui mettre des bâtons dans les roues.
Oui, c'est une forme de raquette. Inversement, un Ungan ou une Mambo peuvent, en intercédant à votre place auprès des Loa, vous concevoir des fétiches, qu'on appelle des Wanga, ce qui vous empêchera pas de devoir faire quelques offrandes. Bon après, quand on te propose un sac de caillasse magique contre 3000 balles, je peux comprendre que tout le monde soit pas hyper convaincu. Cependant, les Wanga n'ont pas nécessairement pour objectif de maudire des personnes. Ils sont plus souvent utilisés comme outils de protection, contre les sortilèges, la maladie, pour porter chance, ce genre de choses. Donc les Wanga et les poupées vaudou, c'est la même chose? Pas exactement. Puisque techniquement, les poupées vaudou, et attention mindfuck en approche, existaient bien avant le vaudou haïtien. Eh bien oui, elles existent notamment au Japon sous le nom de Waraningyo, que je prononce certainement très mal, et sont semble-t-il entièrement dédiées à provoquer la souffrance. C'est d'ailleurs une des armes favorites de Soichi, le gamin malfaisant créé par Junji Ito. Mais on peut aussi les voir employés par le personnage de Nobara Kugisaki pour combattre ses adversaires dans Jujutsu Kaisen. D'après mes recherches, les Waraningyo étaient déjà utilisés pendant l'ère Heian, c'est-à-dire entre l'an 794 et l'an 1185. Donc clairement ça remonte bien avant le vaudou haïtien. Mais on peut remonter encore plus loin avec les Dajides. Les Dajides sont apparus dans l'Antiquité. En tout cas, on en a retrouvé qui dataient des premiers siècles de notre ère. Maintenant, est-ce qu'il y en avait eu avant ? Pour le moment, on n'en a pas retrouvé. Et là encore, elles avaient vraisemblablement pour unique objectif de faire souffrir. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on soit persuadé que les poupées ensorcelées et le vaudou soient liés à ce point? Eh ben, il faut savoir que le principe des Dajides a ressurgi au Moyen-Âge et a duré un certain temps. Quand les premiers colons sont arrivés au Nouveau Monde, ça faisait partie de leurs convictions. Il est donc probable qu'en entendant parler, des esclaves aient eu l'idée de rattacher cette foi au Wanga, dans l'espoir de se venger des maîtres. Le système des Dajides perdant peu à peu son influence par chez nous, sa croyance aurait au contraire persisté dans les cultes vaudous. Ce qui impliquerait que la poupée, artefact clé que tout le monde associe à une culture africaine, serait en fait d'origine occidentale. Je tiens d'ailleurs à préciser que dans les années 2000, une poupée vaudou à l'effigie de Nicolas Sarkozy avait été commercialisée, dans un but humoristique, mais je pense que beaucoup avaient quand même l'espoir que ça marche. Faites ce que vous voulez de cette info. Dans la fiction, la poupée vaudou est unanimement représentée comme un artefact de malédiction, un moyen de faire souffrir. C'est le cas de Voodoo Vince, protagoniste du jeu vidéo homonyme, qui se trouve être une poupée vaudou vivante. De fait, le gameplay est orienté sur l'automutilation pour infliger des dégâts à vos adversaires. Mais il arrive aussi, plus rarement mais ça arrive quand même, que le fétiche ait pour fonction de contrôler à distance le corps d'une personne. Un peu comme avec Mortel, où Sofiane devient une poupée vaudou humaine, pouvant manipuler le corps des gens, mais pas leur mental. Et après tu as les cas complètement what the fuck du style de Akuchi, pour qui si tu parviens à récupérer 100 poupées vaudou, ça augmente ta barre de vie. Non, moi non plus, je vois pas le rapport. Oui, enfin, quand on voit tout ça, je peux comprendre que la plupart des gens considèrent le vaudou comme néfaste. T'as vu tous ces trucs maléfiques? Alors justement, maintenant que t'en parles... Tout bonnement, les concepts de bien et de mal ne s'appliquent pas vraiment au vaudou. Déjà, il n'y a pas de notion d'enfer ou de paradis à proprement parler. Par ailleurs, en fonction des lois auxquelles vous êtes le plus attaché, il n'attendra pas la même chose de vous. L'essentiel de cette culture concerne surtout l'amour et le soutien au sein des vôtres. Pour le vaudou, un individu n'est jamais seul. Vous êtes relié à votre famille, à vos ancêtres, ainsi qu'aux forces de la nature. Oui, enfin, fais pas la question. Les forfaits vaudous font surtout là pour lancer des malédictions au vent. Là encore, pas nécessairement. Il y a une distinction entre les prêtres que je n'ai pas abordée plus tôt, à dessein. Comme précisé, nous avons les Ungan et les Mambo, mais également les Bokor. Et c'est là qu'il va falloir arriver à un petit éclaircissement. Le Ungan a pour objectif de servir le Loa avec une main, la main droite, pour faire le bien. Le Bokor, quant à lui, va servir le Loa avec les deux mains, la droite pour le bien, la gauche pour le mal. Donc généralement, quand on entend sorcier vaudou qui jette des maléfices, pensez Bokor. Et même là, la frontière est très poreuse. Je le rappelle, un Bokor peut servir les Loa des deux mains, et donc employer ses talents autant pour le mal que pour le bien. Tandis qu'un Ungan peut balancer 2-3 trucs pas très jojo de temps à autre. Tout découle de la raison pour laquelle vous les contactez et à quelles extrémités vous êtes prêts à aller. Et la Mambo, elle est gentille ou méchante? Ça dépend, elle peut être les deux. Il n'y a pas de terme précis pour déterminer si une initiée est bénéfique ou maléfique. Comme si ça suffisait pas, il y a aussi les différents rites dont j'ai parlé un peu plus tôt. Rada, Kongo et Petro, qui ont des influences qu'on peut considérer comme plus ou moins bonnes ou mauvaises. Le Rada étant souvent assimilé aux origines bénéfiques du vaudou, là où le Petro serait assez maléfique. Et le Kongo? Apparemment il serait plus proche du Rada que du Petro, mais j'ai pas plus d'infos. Lizzie Templet, héroïne de la BD Lizzie Vaudou, est purement gentille et bénéfique. Mamie Babette de Mortel n'a rien de maléfique,
Dans l'épisode de Cinefox dédié, les protagonistes verront un Hungan leur apporter son aide, tout comme dans l'Emprise des Ténèbres, un prêtre vaudou s'efforcera de protéger le personnage principal. D'ailleurs, c'est un point qui m'a beaucoup intéressé avec Angel Heart, puisque tout le film n'hésite pas à nous faire croire que le vaudou est une menace et peut tuer des gens, sauf qu'au final, on révèle que les vaudouisants n'y sont pour rien dans les meurtres. C'est juste une entité démoniaque purement judéo-chrétienne, qui a causé des massacres en les maquillant de manière à ce que la responsabilité retombe sur la minorité religieuse. Ce qui est probablement une des visions les plus réalistes du vaudou en fait. Et c'est la même chose avec les divinités. Un Loa n'est ni bon ni mauvais. Selon ses différentes incarnations, il peut commettre des actes répréhensibles ou non. Ça n'a pas empêché la culture pop de régulièrement tirer à boulet rouge sur ce pauvre Baron Samedi. Baron Samedi, littéralement, c'est le Hadès du vaudou. Chaque fois qu'il y a un problème, c'est lui qu'on accuse. Est-ce qu'il souffre là? Atrocement. Mais là encore, c'est une vision biaisée et caricaturale à l'intention d'une divinité qui est pas plus malfaisante que les autres. A l'inverse, il existe un Loa souvent considéré comme extrêmement cruel, même si certaines sources l'atténuent un peu. Il s'agit de Marinette, non pas celle-là, Marinette, bois sèche. Vous en avez jamais entendu parler? Normal, c'est toujours sur le baron que ça retombe. Donc en somme, le vaudou haïtien, il est pas complètement bénéfique, mais pas intégralement maléfique non plus. C'est ça, un peu comme la plupart des religions, j'ai envie de dire. Non mais tu vas pas nous faire avaler faim. Il transforme les vents en vomi. Eh oui, ça malheureusement, j'allais pas pouvoir y couper. Les zombies sont littéralement nés du folklore haïtien. Rien que le nom vient du créole zombie, qui signifie esprit ou revenant. Des morts-vivants mangeurs de chair encore? Pas exactement. En vérité, il s'agit de personnes ayant subi l'influence d'une drogue. On la représente souvent comme une poudre conçue à base de tétrodotoxine, un poison notamment présent chez le poisson globe, qui donnerait temporairement l'aspect de la mort. Suite à l'enterrement, l'initié à l'origine de l'ensorcellement reviendrait déterrer sa victime pour lui administrer un stupéfiant hypnotique, le rendant aussi obéissant qu'un chien bien dressé. Et après quoi, la victime va servir d'esclave. Mais c'est horrible! Comment on peut faire ça à des gens? Alors, pour préciser, oui, il y a des beaux corps qui peuvent s'en prendre à des innocents. Ça a visiblement été le cas pour Clairvius Narcisse, transformé en zombie sur commande de son frère pour une histoire d'héritage. Mais il semblerait qu'il existe également des sociétés secrètes, appelées Champwell, qui utilisent ce système contre des criminels, assassins, violeurs, etc. Il semble, visiblement, t'as pas l'air sûr de toi. Pour ce qui est du domaine de la fiction, y a pas à hésiter. Le voodoo permet véritablement de transformer les gens en esclaves dépourvus de conscience, quand c'est pas carrément ranimer les morts. Mais d'un point de vue purement réaliste, les scientifiques sont un peu au point mort. Y a pas mal de réflexions et énormément de remises en question. Tenez, le film L'Emprise des Ténèbres, dont je vous diffuse des extraits en ce moment, c'est une adaptation d'un livre scientifique, The Serpent and the Rainbow, écrit par l'anthropologue canadien Wade Davis après son enquête sur place. C'est grâce à lui que l'annonce de la présence de tétrodotoxine dans les ingrédients de la poudre à zombies est connue du grand public. Sauf que, tout le monde n'est pas d'accord. Certains spécialistes, comme Terence Hines dans un article paru dans le Skeptical Inquirer, n'hésitent pas à dire que Davis s'est fait complètement entuber par des escrocs, et que les échantillons qu'il a ramenés ne contenaient que des doses insignifiantes de tétrodotoxine, bien insuffisantes pour causer les effets vantés. Après, il y a des témoignages de gens qui ont affirmé avoir vu des zombies ou en avoir été, ça on va pas revenir dessus, mais on n'a aucune preuve sûre à 100%. Donc est-ce que les zombies sont une réalité ou non? J'aurais tendance à penser que c'est possible, parce que des drogues pour laver le cerveau, ça existe, donc je serais pas un farouche opposant à l'idée. Cependant, il ne faut pas voir les zombies comme des morts-vivants dévoreurs de chair, uniquement comme des humains normaux qui ont été décérébrés au point de devenir des esclaves sans conscience. Et quand on voit le monde ultra-capitaliste dans lequel nous vivons, je préfère que la composition exacte de la poudre à zombies reste inconnue du grand public. Imaginez que des multinationales style Amazon ou autres mettent leurs doigts crochus dessus. Ils auront une main d'œuvre quasi gratuite et pratiquement inépuisable. D'un point de vue plus spirituel, il est considéré que le zombie a vu son âme dérobée par un beau corps. Âme qui est alors enfermée dans un canari. Aucun rapport avec l'animal. Le canari est un fétiche spécifiquement conçu dans cette optique, ce qui permet au sorcier d'avoir un contrôle total sur sa victime, et c'est pour cette raison que les revenants lui obéiraient au doigt et à l'œil. Ceci dit, selon les sources, il existe quelques manières de défaire une zombification. Soit le zombie doit quotidiennement recevoir une dose pour ne pas reprendre conscience, et apparemment c'est ce qui est arrivé à Clairvius Narcisse. Son garde aurait oublié de le droguer. Soit il faut que le zombie ingère du sel. Et là, c'est l'opinion de Zombie Child sur Narcisse. Il aurait mangé la nourriture d'un de ses surveillants, et le sel qu'il contenait lui aurait permis de reprendre conscience de son état, et donc de s'enfuir. Du côté magique, si on garde en mémoire l'importance du canari, alors détruire ce dernier libérerait les esclaves du joug de leur tortionnaire.
Et pour ce qui est de la fiction, soit il y a théoriquement pas de remède, puisque les zombies sont des morts vivants, soit on peut fabriquer une espèce d'antivirus qui combattrait les toxines. Ou alors, plus original, on peut se servir de la croix d'Uto, artefact mystique inventé par la série Sydney Fox l'aventurière, qui permet d'offrir de gigantesques pouvoirs vaudous à son propriétaire, et notamment de guérir les zombies. Ça fait froid dans le dos tout ça. Eh oui. Mais ça confirme ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une religion morbide. Pas exactement. Parce que le gros problème du vaudou, en soi, c'est pas juste son rapport à la mort. Les pratiquants considèrent que la mort fait partie du cycle de la vie, et que dans l'au-delà, nous rejoignons une sorte de monde des esprits pour y retrouver nos ancêtres. Tout comme une âme peut au contraire ne faire qu'un avec la nature. Dans cette religion, ce n'est pas parce que vous avez poussé votre dernier soupir que vous n'existez plus. Les ancêtres peuvent être intégrés au panthéon vaudou, et leur rendre hommage ou leur faire des offrandes ne dérange pas les lois. De fait, le monde des esprits accueillant autant les défunts que les divinités, il est donc logique que les deux soient traités avec le même respect. Ça n'a rien de morbide, c'est juste respectueux. Le problème, il est grandement dû à sa représentation dans la culture pop. Puisque les 3/4 du temps, quand on a affaire au vaudou, vous pouvez être certain qu'il y aura des histoires de zombies, mais aussi l'intervention du Loa le plus célèbre du Panthéon, Baron Samedi, Loa de la mort et des esprits, et principal représentant de la culture vaudou à travers le monde. Même dans La Princesse et la Grenouille, qui fait partie des œuvres montrant également l'aspect bénéfique de cette culture, nous offre un antagoniste attifé des attributs du Loa, costume 3 pièces, haute forme, et dont les compagnons surnaturels viennent de l'au-delà. Et je le disais dans le chapitre précédent, il est souvent dépeint à tort comme malfaisant. Sauf que c'est une vision occidentale du personnage. Pour nous, la mort est quelque chose de mauvais, donc une déité qui y est affiliée est forcément mauvaise. On n'est pas loin d'avoir de quoi se créer un petit cercle de dieux de la mort anonyme, histoire de se soutenir moralement entre confrères, parce qu'à force de se faire cracher dessus, ça doit devenir assez pénible. Et maintenant qu'on aborde ce point, je tiens à passer à un autre thème, qui est pour moi le plus insupportable du lot. Parce que c'est aberrant à quel point le vaudou est tordu dans à peu près tous les sens, dans le seul but de le faire rentrer dans des cases. Le vaudou est morbide, le vaudou est maléfique, le vaudou est une machine à créer des zombies, le vaudou veut te torturer avec des poupées à épingles. Alors oui, je vais pas prétendre le contraire, certaines œuvres se montrent beaucoup plus respectueuses dans la représentation. Et on a le droit de s'amuser avec le vaudou, d'ajouter du surnaturel, d'inventer des éléments originaux et tout. Sauf que c'est quand même plus sympa quand on débite pas des conneries à propos d'une culture qui existe vraiment. Tenez, prenons l'exemple de Mortel, série Netflix française dédiée au vaudou. On peut lui reprocher de ne jamais employer des termes pourtant communs, par exemple le fait que les déités soient considérées comme des dieux et jamais appelés Loa, mais surtout, Obé. Obé est un esprit volontairement fictif. Alors que... le Panthéon est quand même vachement conséquent. Pourquoi s'être emmerdé à en créer un nouveau qui sort de nulle part ? Eh bien, peut-être tout simplement par désir d'utiliser une divinité qui ne soit pas affiliée à une forme prédéterminée. Si on prend Baron Samedi, il possède une apparence caractéristique, faut qu'on le reconnaisse mine de rien. Or, le truc malin avec la série, c'est qu'elle définit Obé comme le plus jeune des dieux. Baron Samedi étant marié, c'est pas impossible qu'il ait eu un descendant, voire qu'il fasse partie des Guédés. Ça expliquerait qu'Obé appelle son père à l'aide pour rentrer, et qu'il dispose d'un pouvoir sur la mort, sans pour autant en être le Loa principal. Espèce de fils de pute, j'allais sauter là! J'ai pas toutes les réponses! Je m'occupe que des âmes assassinées, moi je les transporte! Monde des mortels, monde des morts. C'est tout! Donc oui, c'est une divinité fictive, mais justement, les scénaristes n'avaient peut-être pas envie de dire de la merde sur un panthéon préexistant, ou tout simplement peut-être qu'aucun autre Loa ne correspondait à ce qu'ils voulaient en faire. Donc je vous avoue que j'ai plus de respect pour Mortel que pour American Horror Story et Grimm. La célèbre série d'horreur américaine et sa 3e saison dédiée aux sorcières n'hésite pas à faire intervenir Baron Samedi et l'ensemble de ses capacités pour lui faire incarner Papa Legba. Ok, même Cloak and Dagger était plus respectueux du personnage. Mais alors, le pire du pire, c'était Grimm. Pour qui Baron Samedi, en fait c'est une créature mi-humaine, mi-poisson globe dont le venin transforme les victimes en zombies. Je savais que les respects pouvaient aller loin, mais enfin là quand même. On abordera vite fait l'équipe des vaudous chez Marvel, qui sont les Loa, mais avec un respect minimaliste des différents statuts. On a aussi Sydney Fox qui relie la religion à un pentacle. Vas-y ma grande, te fais pas chier, les vaudouisants sont pas assez vus comme des sataniques, profites-en pour ajouter une couche. Ils diront rien de toute façon, ils ont l'habitude. Après, il y a les innovations moins graves, voire plutôt bonnes.
Une idée que j'avais particulièrement aimée était introduite par la BD Captain Vaudou, où il est insinué que la magie vaudou fait chauffer le métal. Vu la sensibilité des armes à feu à l'époque, il est donc déconseillé d'en avoir sitôt que les lois sont de la partie. Bon après, la plupart du temps, les changements témoignent surtout soit d'un manque de connaissance de la religion, soit d'une facilitation pour arranger les choses selon la vision des créateurs. Genre l'univers infernal de Hakuji qui fait vraiment très manichéen, avec une image bien chrétienne de l'enfer, même si pour le coup, on peut sortir l'argument du syncrétisme pour se dédouaner. Bon par contre, le héros est un bokor haïtien, et il s'appelle Hakuji, nom qui a plus de sonorité japonaise qu'africaine. De là à y voir du racisme, y a qu'un pas. On a le cas de Lizzie Template, qui obtient le pouvoir de Papa Legba, qui est les éclairs. Why not, mais Papa Legba n'a rien à voir avec la foudre. Pareil pour le jeu Nocturne, pour qui le pouvoir de balancer les éclairs de force est employé par Baron Samedi. Ceci dit, l'inspiration vient peut-être de la saga Chucky, dont l'incantation vaudou provoque l'apparition du tonnerre. Et maintenant qu'on en parle de celui-là, pour transférer une âme, faire une incantation à Damballa... c'est pas ben logique. Pour le coup, il aurait été plus cohérent de faire appel à Baron Samedi. Après tout, c'est lui le maître des âmes, ou à la limite à Papa Legba, le patron des carrefours et des messagers. Donc là encore, ça aurait pu passer. Mais Damballa, loi de la sagesse et de la vérité, c'est à se demander ce qu'il vient foutre là-dedans. Donc s'il fallait trouver une citation pour achever cette étude, je laisserai la parole au comte de la crypte. Vous devriez montrer plus de respect, en particulier pour les choses qui vous sont inconnues. Vous aussi, vous avez des coutumes qui peuvent nous paraître incompréhensibles. Voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour du sujet. Contrairement à ce que vont gueuler les racistes et autres bigots à l'esprit aussi ouvert qu'une porte de prison, le vaudou, c'est une autre culture. Oui, il y a des points négatifs. Oui, il y a des éléments morbides, des croyances bizarres, des pratiques assez discutables, et probablement un certain nombre d'arnaques. Mais... citez-moi une religion ou une culture qui n'en a pas. Oui, le vaudou a ses mauvais côtés, mais il a quand même des aspects lumineux. Et franchement, ça m'enrage qu'on mette aussi peu ses points en valeur. La religion prône les vertus des liens qui nous rattachent aux autres, le respect des forces de la nature, la tolérance envers la vie. Il faut pas oublier qu'un des plus importants lois du Panthéon, ça reste Erzuli, qui est la déesse de l'amour. Merde quoi, pourquoi elle est si peu mise en avant? Et le problème, c'est que tant qu'une représentation à ce point unilatéral durera, alors on ne verra jamais rien d'autre. Et ça servira de source inépuisable de reproches à faire à une culture qui, à la base, a été créée pour résister à l'oppression. Après, je dis pas, Baron Samedi, les zombies, les malédictions, c'est hyper cool et je suis le premier à prendre mon pied quand je les vois efficacement utilisés dans une œuvre. Mais c'est pas pour autant qu'il faut toujours nous ressortir la même sauce. Donc, quitte à parler du vaudou, j'aime autant qu'on lui montre un minimum de respect. Et si vous voulez jouer avec ses mauvais aspects, faites l'effort de dépeindre aussi les bons. Ah, ça va mieux, Yegor? Je crois. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Oh, rien de grave, t'as juste essayé de passer Jean Purin au mixeur. T'avais été contaminé par un virus informatique. On a réussi à t'en débarrasser, mais c'était du costaud. Où est-ce que t'as été choper ça? J'en sais rien, moi. Donc, soit il a aucun souvenir, soit il a vraiment rien fait. Qu'est-ce qui m'est arrivé, alors? J'ai une solution. Damballa Wedo, pi ancien Akpisage dans la Wa, gardien balance cosmique, tendrel moins poète, moins besoin sagesse, wak vérité ou, paraîtement épi, dis moins sous là. Oh bordel, c'est ça un Loa Vaudou? Surprise! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? C'est pas toi que j'ai invoqué? Oh, tu sais, même dans une vidéo de vulgarisation, il y a un quota minimum de clichés à respecter. Oh putain de merde. Ok, tu peux répondre à mes questions? Bien sûr, mais va falloir de meilleures offrandes. Oui, ça je m'en doutais. Du cigare, du rhum. Disons que je suis plus intéressé par ta mécano. Après tout, elle est déjà à moitié morte, hein. Quoi? Non mais il va se calmer l'aristo du samedi? Sinon je l'éparpille sur vendredi et dimanche. Oh, fougueuse, j'aime ça. Eh non, ça va pas être possible. J'y tiens, ma mécano. Merci. Tu veux pas Jean Purin à la place? Non, merci. Mon royaume n'accueille pas ce genre de cancre-là. Si tu veux poursuivre ta quête, il va falloir me proposer bien mieux que ça. Ok, voilà ce que je te propose. Oh, marché conclu. Ok, tape-mon 5. Maintenant, tiens ta part du marché. Qui a infecté Yegor? Eh bien, t'as pas l'impression que ce virus informatique sent le vieux dragon? Oh non. Et si? Oh non, 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 non et non!